Waouh. Bonjour à tous et bienvenue dans l'avant-dernier des prix de la saison consacré à un Grand Prix du Qatar qui nous a mis du pain sur la planche. On a énormément de choses à dire. Déjà, c'était un week-end sprint, ce qui complique toujours un petit peu l'analyse, puisqu'on a une qualif de plus, une demi-course de plus, et on a vraiment deux week-ends en un. Mais là, par-dessus le marché, on a eu une course très animée, marquée par des faits de course qu'il va falloir débriefer, des pénalités qui font énormément parler, et comme si ça ne suffisait pas, à une course de la fin du championnat, il se passe également beaucoup de choses dans le paddock. Pourtant, c'est paradoxal et c'est l'inverse de 80% des cas dans cette saison. Ce dimanche, j'ai trouvé que la compétition laissait franchement à désirer, mais pour une fois, le spectacle, lui, a été fou. On a eu des vrais faits de course qui ont totalement bouleversé la course, mais très clairement, sans un rétroviseur qui avait décidé de partir vivre sa vie en plein milieu de la piste, on aurait eu l'un des Grands Prix les moins intéressants de l'année. Je pense qu'à un ou deux détails près, on avait déjà le résultat après 5 tours, et franchement, il ne s'était pas passé grand-chose. La faute, selon moi, principalement au circuit. Alors franchement, il est très demandeur pour les voitures. Il faut vraiment avoir une excellente voiture pour y performer, ce qui est toujours un défi intéressant. Et pour les pilotes, il a l'air très fun avec énormément de portions très rapides. Mais pour la compétition, je le trouve très moyen, puisque déjà on a vu à quel point il était quasiment impossible de doubler, peu importe la voiture que tu as. Je pense que c'est dû au fait qu'il n'y a qu'une seule opportunité, au bout d'une ligne droite pas vraiment très longue non plus, après un tour complet de perturbations aéro et un premier virage où c'est pour moi très dur de plonger vu comment ça tombe vraiment quand même assez vite. Donc je trouve que le circuit n'est pas forcément très bien pensé de ce niveau-là. Il faudrait au moins une deuxième zone pour tenter quelque chose. Si on ajoute à ça le manque total de dégradation, contrairement à l'an dernier, c'était absolument rien y comprendre, ce qui a enlevé l'aspect stratégique, puisqu'à un moment donné j'ai cru qu'on allait faire 50 tours sur les médiums. On a aussi les limites de piste, sur cette piste très plate où il y a des longs dégagements, souvent ça pose problème. Je trouve aussi que l'aspect visuel est assez fade puisque tous les virages se ressemblent, on a parfois du mal à identifier où on se trouve dans le circuit. On a aussi une piste, voilà, comme je l'ai dit, totalement plate, sans gros relief. Donc personnellement, je reste un petit peu sur ma faim quant à cette piste. Je pense qu'elle est très cool pour un pilote sur le tour qualif. Mais pour ce qui est d'y faire un vrai week-end complet de course, un Grand Prix, bon, je trouve qu'elle laisse à désirer. Allez, on attaque le gros morceau, on a énormément de choses à dire, je vais essayer d'aborder tout et tout le monde comme d'habitude. On reviendra également sur le sprint, mais en filigrane, il y a eu 2 week-ends en un, beaucoup de choses ont changé, mais voilà, le sprint sera un petit peu disséminé dans l'analyse de la course. Simplement, avant de prendre le départ, j'ai envie de revenir sur la pénalité donnée à Max Verstappen en qualif. Et je suis dérangé par cette pénalité à plusieurs titres. Alors en vrai, je comprends l'envie de pénaliser puisque Max est très lent, il est en plein milieu de la piste, il y a une action qui est spectaculaire avec George Russell, il y a un delta de vitesse, voilà, ça aurait pu mal se passer. Mais vu que Russell n'est pas sur un tour rapide, eh bien il n'y a aucune base dans le règlement pour pénaliser Max, et voilà, ça aurait dû s'arrêter là. Mais j'ai l'impression que devant le côté spectaculaire de l'image, on a cherché quand même un moyen de ne pas rester sur une non-pénalité, donc on a inventé le fait que Max roulait trop lentement, sauf que pour moi ça n'a aucun sens. Si Max n'a pas respecté le delta time sur les tours de préparation, eh bien sachez que ça arrive à plusieurs pilotes, à toutes les qualifications, et qu'ils ne sont jamais pénalisés. Et alors si c'est pas ça, c'est qu'on considère que Max était trop lent à l'instant T. Or, ça n'a aucun sens puisque dans un tour qui n'est pas rapide, les pilotes sont parfois garés. Donc franchement, je ne vois pas sur quelle base on peut dire qu'il a roulé lentement ou qu'on peut le pénaliser pour ça. Ça crée même un précédent. Les autres pilotes peuvent maintenant mimer d'être gênés par les autres dans les tours lents et ça marchera puisqu'il y a ce cas précédent. Ce vide juridique entre guillemets et cette hésitation des commissaires se voit pour moi jusque dans la pénalité. Une place de pénalité, alors oui ça existe dans le règlement mais sincèrement on ne voit jamais ça et encore moins pour des actions sur la piste. Selon moi ça prouve qu'ils étaient dans un entre-deux. Il faut pénaliser mais c'est pas pénalisable. Bon allez on met une place comme ça on va essayer d'un petit peu contenter tout le monde. Sauf qu'évidemment ce genre de choses c'est la pire décision. Il faut se tenir clairement au règlement. Voilà mon avis là-dessus. Je ne dirai rien sur les commentaires de Max qui accuse Russell d'être nanani nanana. Bon ça c'est des histoires de pilotes. J'étais pas en plus dans la salle des stewards donc je peux pas juger et franchement c'est un peu du gossip que je trouve très secondaire voire tertiaire dans l'analyse d'un week-end, même si évidemment c'est toujours sympa de voir un petit peu de drama, on adore ça évidemment. En tout cas, pour ce qui est de la direction de course, la nouvelle direction de course, elle s'était fait remarquer juste avant le Grand Prix et ça a évidemment continué dimanche. Je veux bien votre avis déjà premièrement sur cette pénalité un petit peu bizarre qui a été donnée à Max.
On attaque la course avec l'excellent départ de Verstappen qui, après 200 mètres, finalement annule la pénalité des stewards. Il arrive à rester à l'intérieur de Russell et donc c'est lui qui peut dicter le virage, on sait maintenant. Il l'emmène au large, tellement au large que ça permet à Norris de recouper intelligemment à l'intérieur puisqu'il est lui aussi très bien parti. Et donc Russell passe de premier à troisième derrière Verstappen et Norris. Et en vrai, eh bien Max a peut-être déjà gagné ici, en tout cas, il ne sera jamais repris. Il va mener tous les tours et cette victoire est selon moi une surprise incroyable quand on voit à quel point le circuit est exigeant, quand on voit le rythme de la Red Bull sur le sec depuis l'été, et quand on voit aussi où était la voiture dans le sprint le samedi. Alors certes, Max rate un peu son départ, est gêné, etc. Mais il a mis 8 tours ou 10 tours à doubler une Alpine et il n'a pas réussi à aller doubler une Haas. Il a terminé très loin des hommes de tête. Clairement, la Red Bull du samedi et du dimanche, elle n'a rien à voir. D'ailleurs, il a gagné 8 dixièmes entre les deux qualifs. Il a retrouvé un minimum de feeling sur la voiture pour attaquer les virages et hop, il est devenu complètement injouable. Voilà, c'est ça Max Verstappen, dès qu'il a une voiture qui est un minimum à sa portée, ça a fait toute la différence. Et il faut aussi, je pense, saluer le sacrifice qui a été fait de Sergio Pérez lors de la course sprint, puisqu'il a littéralement fait, pas une course, mais une séance d'essai, jusqu'à changer d'aileron en pleine course, comme quoi ça sert d'avoir un deuxième pilote que tu peux totalement utiliser à ta convenance, ça offre des données que les autres n'ont pas. Alors, je suis toujours pas sûr que Checo ait vraiment fait exprès de laisser passer Colapinto dans la pit lane au départ du sprint, puisque Horner à l'arrivée n'avait pas l'air au courant de cette tactique, donc bon, un petit peu bizarre. Quant en revanche à son abandon dans la course du lendemain, pour moi c'est vraiment un problème mécanique, enfin en tout cas du moteur, c'est ce qu'il dit, et je vais pas remettre en doute sa parole là-dessus quand on voit la réaction très très bizarre de la voiture. Mais pour revenir au gain de performance de Red Bull, qui a regagné un Grand Prix en plus au Qatar, je trouve ça vraiment absolument incroyable. Je pense qu'on voit là aussi toute la résilience d'une immense équipe. Il y a de clairs problèmes internes, sportifs, la voiture elle est franchement mal en point depuis un long moment, mais c'est une équipe qui n'est jamais battue le dimanche parce qu'ils sont toujours capables de trouver quelque chose. Là, c'était des réglages parfaits qui ont permis à Max d'aller gagner cette course. Ils ont encore réussi à trouver des ressources. Ils l'ont fait tout au long de cette saison et franchement, je trouve ça dingue. Et puis évidemment, Max Verstappen est absolument exceptionnel, ça on le sait, voilà, on lui donne un minimum, il en fait le maximum très très clairement. Lando Norris est toujours resté à moins de 2 secondes, mais il n'y a jamais eu la moindre erreur, encore une fois, la gestion a été parfaite. J'aurais adoré voir le dernier relais en entier sur les pneus hard, parce que je pense qu'il convient mieux à la McLaren qu'à la Red Bull, mais bon, ça on en a été privé, on va y revenir, et en tout cas ce qui est sûr c'est que Max a été absolument parfait. Il a encore gagné, je crois que c'est sa 9e victoire de la saison, 2 sur les 3 dernières courses, c'est dingue quand on voit le niveau réel de la voiture sur la majorité des dernières courses, et il peut finir l'année avec 100 points d'avance sur le deuxième. Quand on voit toute l'année, voilà, c'est fou et ça en dit très très long sur qui est Max Verstappen. On continue et on revient dans le premier relais avec un Grand Prix qui s'est à un moment donné très vite stabilisé. On avait Norris qui suivait Max, Piastri qui n'arrivait pas à aller doubler Russell pour la 3e place, puis les Ferrari esselés, puis Perez, puis Lewis Hamilton, jusqu'à ce que Mercedes décide d'arrêter Russell, certainement pour éviter l'undercut d'Oscar Piastri qui devenait très très pressant. Et un undercut était vraiment une grosse menace puisque c'était selon moi peut-être la seule manière de doubler vu qu'on ne pouvait pas le faire sur la piste. Sauf que cet arrêt va tuer la course de Russell. Déjà, il dure 7 secondes, donc c'est une catastrophe. Et en plus, ça le fait ressortir derrière Alonso qui ne peut pas doubler sur cette piste avec cette voiture instable, décalée dans le trafic. Il va perdre là d'immenses secondes. S'il n'y avait pas eu les interruptions, je pense que Russell aurait terminé derrière Hamilton puisqu'il était en train d'arriver à 20-25 secondes de retard sur Lewis qui ne s'était pas encore arrêté. C'est dire à quel point sa course a été flingué. Et en plus, je pense que s'arrêter aussitôt était clairement un mauvais choix, puisque 10 tours plus tard, aucun de ses concurrents directs ne s'était encore arrêté. On le voit, ça ne dégradait pas, donc le plus longtemps tu restais en piste, je pense, le plus tu avais un avantage. C'est franchement dommage pour Russell qui avait encore une fois fait un excellent week-end du début à la fin, vraiment parfait, irréprochable, très très performant dans le coup pour les pôles, les potentielles victoires en sprint, les podiums, alors que sa voiture peut-être n'a pas totalement ce niveau. Finalement, heureusement pour lui, la safety car va lui redonner l'occasion d'aller doubler quelques pilotes, d'aller doubler Gasly à la relance et de récupérer une 4e place, malgré une pénalité, il faut le rappeler, pour non-respect des distances de sécurité sous la safety car. Bref, Russell est quand même 4e à l'arrivée.
Mais ce qui me marque, c'est encore une fois sa réaction devant les médias, une incompréhension totale face à une voiture qui s'est beaucoup plus mal comportée dimanche qu'elle ne l'a fait sur le reste du week-end. Pour moi, c'est la preuve totale que même si Mercedes finit mieux cette saison, et ça peut être encourageant, pour moi, ça n'a rien de durable puisque ce n'est pas compris, ce n'est pas pleinement maîtrisé. En tout cas, plus que jamais, les réussites de Russell au volant de cette voiture contrastent avec les cauchemars vécus par Lewis Hamilton. Voilà, là, il a été battu très nettement lors des qualifications. Il avait parfois jusqu'à 5-7 dixièmes de retard par tour. Il n'a pas été du tout dans le coup dans le sprint où il a fini par s'écrouler quand Russell a joué la victoire jusqu'au bout. En tout cas, la deuxième place. Il fait aussi un faux départ où il se pénalise tout seul, mais il mérite aussi une pénalité puisque c'est la règle. Ensuite, il est totalement esselé derrière Perez qui n'arrive plus à tenir. Il oublie de mettre le pit limiteur quand la safety car passe par la voie des stands, ce qui explique pourquoi il n'a pas pris 5 secondes de pénalité mais un drive-through. Voilà, c'est pas comme si tu freines un peu tard et hop, tu es à 82 km/h à l'entrée et tu te remets. Non, c'est là, il a traversé toute la pit lane sans pit limiteur. Donc là, pour le coup, je pense que le drive-through est plus adapté. Voilà. Alors oui, il a pas eu de chance avec cette crevaison qui lui tombe dessus, on y reviendra évidemment dans quelques instants, mais clairement cette course à la performance pure, il allait la terminer 8e, 7e peut-être suite à la catastrophe stratégique que Mercedes a fait subir à Russell. Et voilà, Lewis Hamilton est complètement KO, comme souvent cette saison et de plus en plus ces derniers temps. Il a même eu envie d'abandonner. Voilà, c'est un cauchemar, c'est tout. Vendredi soir, il a dit en substance que voilà, il était fini entre guillemets, puisqu'il a dit je ne suis plus rapide à présent. Petite manière peut-être de donner du grain à moudre à ses haters qui ont dû se régaler, mais franchement, personnellement, je ne suis pas d'accord avec son analyse. Je comprends pourquoi il dit ça, et c'est vrai que sur le coup, il l'est pas, et ça doit être très démoralisant, mais on a bien vu que ce soit en course, ne serait-ce qu'à Vegas il y a 10 jours, ou à Silverstone, ou à Spa, que lorsque la voiture joue quelque chose, que lorsqu'il a un minimum de feeling, c'est pas du tout le même Lewis Hamilton, il reste extrêmement dangereux, et on le sait, cette saison est très particulière entre les déboires de cette Mercedes et son avenir chez Ferrari. Voilà, c'est très particulier. Donc non, je suis pas d'accord, et je m'attends à ce qu'il soit bien meilleur dans la Ferrari, car le contexte et la machine seront très différents. Mais voilà, il faut reconnaître qu'après tout ce qu'il nous a montré cette saison, et même quand on creuse sur 2023 et encore plus 2022, il va avoir besoin de nous prouver que tout ça n'était qu'un contexte bizarre où il ne s'est pas adapté dans une situation vraiment pas bonne chez Mercedes, puisque voilà, ça ne va pas. Et il faut le dire aussi, depuis le passage à l'effet de sol, il n'a pas totalement saisi le mode d'emploi de ces nouvelles F1, surtout en qualification où il est vraiment en grande difficulté. Lui qui a 104 pôles. Est-ce principalement dû à cette Mercedes bizarre? Eh bien, il devra apporter la réponse le plus vite possible l'an prochain. Pour moi, cette année, il a clairement des circonstances atténuantes, mais ce qu'on voit est catastrophique. On est obligé de le dire, on est obligé de le documenter, surtout quand on voit ce que Russell est capable de faire avec la voiture. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Quant à la théorie du sabotage, bien que très logiquement Russell puisse avoir quelques améliorations avant lui ou qu'il puisse avoir quelques faveurs de temps en temps, d'autant qu'il est extrêmement plus performant, voilà, tout ça n'est que la logique et ce n'est que des petits détails. Personnellement, Mercedes n'a absolument aucun intérêt à faire ça d'un point de vue comptable, d'un point de vue image. Ils ont intérêt à ce que la collaboration se termine bien. Donc franchement, je sais que c'est beaucoup évoqué, donc je l'évoque également, mais simplement pour la balayer complètement du revers de la main. Je suis peut-être naïf, allez-y, dites-moi, mais pour moi, ce genre de théorie, c'est du fantasme pur. Non, il n'y a absolument aucun sabotage, rien. Juste voilà, un contexte particulier qu'on a expliqué plusieurs fois au cours des derniers prix. Allez, parlons maintenant du futur coéquipier d'Hamilton, Charles Leclerc, qui termine deuxième, et franchement c'est une surprise vu le niveau de la Ferrari ce week-end clairement, et vu aussi sa partie sprint, où même s'il a su rester très bon, il nous a gratifié d'une superbe manœuvre face à Hamilton justement, eh bien il a été dominé par Sainz dans la partie sprint. Mais sa partie Grand Prix a été parfaite dès la qualification, j'ai même envie de dire qu'il a été particulièrement redoutable dimanche. Prudent au départ, ensuite il enclenche la seconde, il distance Sainz et il se rapproche de Piastri qu'il va menacer d'un undercut. C'est selon moi ce qui pousse McLaren à l'arrêter. Et malheureusement, elle a arrêté un mauvais timing puisque juste après, il y a la safety car et donc Leclerc a gagné la 3e place sans avoir à dépasser. Pour moi, au passage, nouvelle imprécision et nouvelle erreur stratégique ou au moins de timing de McLaren qui arrête Piastri à un moment où on peut clairement se douter qu'une safety car est sur le point de sortir vu les débris, vu ce qui est en train de se passer. L'idée à ce moment-là, c'était d'attendre pour surtout pas te faire piéger. Ben non, ils l'ont fait. En plus, il y avait une faible dégradation, donc tu perdais pas grand-chose à rester en piste quoi qu'il arrive. Bref, je pense qu'encore une fois là-dessus, McLaren n'a pas assuré.
En tout cas, si on ajoute à ça la catastrophe que Mercedes a fait vivre à Russell, eh bien Leclerc est passé 3e. Il va ensuite magnifiquement résister au combat face à Piastri lors de la première relance, prouvant une fois de plus toute sa qualité lors des combats rapprochés. Puis il va tenir l'Australien hors de son DRS jusqu'à l'arrivée. Un Grand Prix très franchement parfait pour le Monégasque qui va finalement être récompensé non pas d'une 3e mais d'une 2e place suite à la pénalité de Lando Norris. Et là, nous ouvrons un nouveau chapitre. 2e depuis le début avec l'espoir de menacer à un moment Max Verstappen, le Britannique n'a pas ralenti sous double drapeau jaune. Donc là déjà, peu importe les circonstances que l'on va évidemment détailler, c'est un stop and go de 10 secondes. C'était arrivé aux derniers pilotes qui se sont rendus coupables de la même faute. Il n'y a pas grand chose à dire. Un pilote face à un double drapeau jaune doit lever le pied. C'est ce qu'ont fait Verstappen, Piastri et Leclerc à minima. Lui ne l'a pas fait. Peu importe la raison, il doit le faire. Il est pénalisé, c'est logique. D'ailleurs, lui-même s'excuse auprès de l'équipe à l'arrivée. Et Andrea Stella ne l'a pas vraiment défendu. Voilà. On va venir sur les circonstances, mais faute claire, importante et grave de Lando Norris. Maintenant, on va critiquer aussi la FIA, puisque je trouve l'action très floue. Le drapeau jaune, enfin le double drapeau jaune, il est là pour le rétroviseur qui n'a pas encore explosé au milieu de la piste, mais il est très dérangeant ce drapeau. Déjà, pourquoi un double? Là, on n'est pas dans le cas où il y a un pilote qui est hors de sa voiture ou un gros crash. Pour moi, un simple drapeau jaune suffisait largement et aurait clairement réduit la taille de la pénalité infligée à Norris. Donc clairement là-dessus, ils ont influé sur le résultat de la course. Et surtout, c'est un drapeau jaune qui va s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre et finalement disparaître alors que le rétro est toujours là. Donc ce drapeau jaune était-il nécessaire? Peut-être pas forcément en l'état, en tout cas, il a impacté différemment les pilotes puisqu'il était brandi de manière aléatoire et a fini par être annulé, ce que je trouve très bizarre et très mal géré. La vérité sur ce cas, c'est que vu l'endroit où est le rétroviseur et vu la taille de la pièce, vu le carbone, etc., c'est évident que dès que le rétroviseur s'envole et la caméra le filme directement, il faut mettre une VSC, qu'un commissaire fasse 3 pas sur la piste, l'enlève et hop, au bout de 10 secondes, on relance la course. Franchement, c'est un truc de fou qu'on ait attendu que Bottas roule dessus, qu'il y ait des débris, qu'Hamilton crève, que Sainz crève, qu'il se passe un tour et qu'on mette une safety car. Enfin d'abord VSC puis safety car. Je trouve ça vraiment fou alors que la situation était purement évidente. Encore une fois, c'est pour moi le gros défaut de la FIA. Ils ont peur que leur décision influence positivement ou négativement la course d'un tel ou d'un tel. Parce qu'effectivement, quand tu mets une VSC, selon le timing, Russell se serait fait avoir, Piastri aurait été chanceux, enfin, évidemment. Mais ça, la FIA ne doit jamais décider en pensant à ça. Et c'est l'inverse. En pensant trop à tenter de ne pas influencer la course, ils ont plus qu'influencé la course, puisqu'il y a eu 2 crevaisons, il y a eu une safety car qui entraîne une relance, qui entraîne des crashs, alors que franchement, tu mets une VSC, ça dure 10 secondes. Alors oui, peut-être Piastri a un arrêt gratuit, mais tu t'en fiches, c'est pas ton rôle, c'est pas ton dos de penser à ça. Il y a un danger, tu clears le danger, c'est fait en 10 secondes, t'as pas influencé sur la course, basta. Donc très clairement, je suis un petit peu interloqué par cette gestion de course qui me semble encore une fois, non pas complotiste, non peut-être un peu amateur, mais selon moi surtout peureuse. En tout cas, avec tout ça, Norris a encore une fois lâché de très gros points sur une bêtise que les autres n'ont pas faite et c'est selon moi, encore une fois, très symbolique de ce qu'il sépare d'un champion. Voilà, malgré tout, n'oublions pas que sur ce cas, la direction de course a des leçons à tirer puisque ça a été très mal géré. Et pour finir sur Lando, un mot de son cadeau lors du sprint à Oscar Piastri. Il lui a rendu la victoire du Brésil. Vu qu'il ne joue plus le titre désormais et que ce n'est qu'une course sprint, je trouve ça plutôt malin de s'affranchir dès maintenant d'une dette qu'il aurait pu continuer de porter l'an prochain, ce qui à un moment donné l'aurait peut-être pénalisé. Là, les compteurs sont remis à zéro. Il n'y a pas de souci. C'est malin, il l'a parfaitement fait, c'est un sprint, donc franchement la victoire n'apporte franchement rien, on la voit même pas dans les stats à la fin, et en plus je pense que c'était aussi une bonne petite manière de mettre un petit coup au moral de Piastri qui se retrouve avec une victoire très moche à célébrer, qu'il n'a clairement pas mérité, et au terme d'une course où il n'aurait même pas fini 2e si son coéquipier n'avait pas freiné pendant 20 tours pour lui donner le DRS. Donc oui, d'un point de vue mind games, jeu interne, voilà, Norris là aussi peut-être un petit peu a humilié Piastri entre guillemets d'une manière assez tranquille, et c'est un truc qu'on a souvent vu entre coéquipiers et qu'on aurait certainement loué chez d'autres grands champions.
Maintenant, comme très souvent avec Norris, je continue de trouver sa mentalité, sa manière de s'exprimer, sa manière de mettre en place ses éléments de langage, sa communication, son week-end, sa mentalité aussi quelque part, je continue de trouver ça un petit peu bizarre et en gros décalage avec tous les autres. Voilà, dire à l'arrivée que seules les victoires de Grand Prix s'intéressent quand on voit toutes celles que tu as gâchées toute l'année et que tu n'as pas la légitimité d'un Max ou d'un Hamilton pour te dire que toi, il n'y a que les championnats qui t'intéressent et que le sprint, c'est la merde que tu laisses à ton coéquipier. Je trouvais ça un petit peu bizarre. En fait, je trouve qu'il n'a pas le statut et pas le niveau pour faire un petit peu le patron, comme il l'a fait, notamment au Parc Fermé. Voilà, c'est ce que je retiens. C'est un petit peu qu'encore une fois, il y a un énorme gâchis de sa part de cette saison qui, donc, du coup, décrédibilise son discours. Et justement, ce gâchis, eh bien, je vous propose qu'on en parle demain dans une vidéo que je prépare depuis un petit moment, qui va être très factuelle, très chiffrée. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais soyez là demain. Bref, avec tout ça, en fin de week-end, Ferrari a marqué 3 points de plus que McLaren et garde le championnat vivant pour Abu Dhabi. Pour moi, clairement, c'est un miracle, vu la différence de niveau entre les deux voitures ce week-end au Qatar. Mais voilà, le pilote numéro 1 des Rouges est meilleur que celui de chez McLaren et l'exécution de Ferrari a été meilleure que celle de McLaren. Clairement, on peut aussi noter les bons points ramenés par Sainz, particulièrement dans le sprint où il a été parfait. Il a été aussi malheureux avec cette crevaison, mais il faut signaler quand même que son rythme était un petit peu délicat. Leclerc était clairement en train de le distancer largement. Et à la fin, il laisse passer Gasly sur une erreur et n'arrive pas à le redoubler. Ça coûte une place, même si le fait de ne pas avoir redoublé, je pense que ça prouve une nouvelle fois qu'on ne pouvait juste pas doubler au Qatar, même une Ferrari face à une Alpine. C'est dire. En face, côté McLaren, on a un Piastri qui a pris énormément de points. Seul Max en a pris plus que lui ce week-end. Et voilà, mais personnellement, je ne l'ai pas trouvé bon ce week-end. Alors oui, il a assuré dans les qualifs, où là, il a été plutôt bon, clairement. Mais voilà, on en a parlé, son sprint, il n'y est pas en termes de performance. Si Lando ne donne pas le DRS, il termine, je pense, 3e au mieux, peut-être même 4e. En tout cas, on voit qu'il y a un écart de performance. Dans sa course, il n'a pas du tout réussi à aller chercher Russell. Alors oui, pas de bol avec l'arrêt anticipé, pas de bol avec ceci, avec cela, évidemment. Mais voilà, je trouve que ça laisse à désirer en termes de rythme pur. Même à la fin, face à une Ferrari qui, selon moi, est inférieure à la McLaren, il n'arrive pas à aller récupérer le DRS de Leclerc. Voilà. Pour moi, c'est insuffisant. Ça reste propre, ça reste bien, ça reste des points, ça reste de bonnes positions. Mais avec la machine qu'il avait, il est loin d'atteindre le plein potentiel, je trouve. Donc s'il veut vraiment devenir une menace pour Norris à l'avenir, je pense qu'il ne pourra pas manquer autant de performance. Un niveau de performance que Gasly lui apporte très clairement à Alpine. Il a encore été sensationnel, meilleur des autres dans la qualif du sprint, comme il l'avait été sur 5 des 6 dernières qualifications. Bon dans le sprint, même si le départ n'est pas idéal et que voilà, il n'y a pas de point à l'arrivée, mais je pense clairement que l'Alpine était en dessous de la Haas lors du sprint et lors de ce week-end, donc les points étaient un petit peu inaccessibles. Il est ensuite 11e en qualif avec une Q2 qui n'a pas été totalement optimisée. Le départ est pas idéal, mais il reprend ensuite la position dans les points et je pense qu'il aurait réussi à finir 10e ou 9e puisque Magnussen s'était arrêté et qu'on n'a pas pu vraiment savoir quelle était la meilleure stratégie. Et oui, car la safety car est arrivée et Pierre, le roi du grabuge, comme l'appellent souvent mes amis des pistonnés, a encore refait surface. Bon, il a réussi à doubler Magnussen via les stands, à doubler évidemment Hamilton et Sainz qui avaient crevé. À la relance, il fait un énorme frein sur Russell, il est à 2 doigts de tout gâcher, il est repassé par le Britannique, repassé aussi par Sainz, mais l'Espagnol fait une erreur. Pierre reprend la 6e place, qui deviendra 5e après la pénalité de Norris, et il va la tenir magnifiquement jusqu'au bout. Immense bravo, voilà, encore une fois, encore un travail monstrueux de la part de Pierre. Pierre qui peut être considéré comme le meilleur des autres cette saison. En tout cas, il peut prétendre au titre à côté d'un Hülkenberg ou d'un Tsunoda. Il y a discussion pour moi, pour l'instant, il a l'avantage. Très clairement, dans cette fin de saison, en plus, il est clairement en feu, malgré une Alpine qui lui a souvent posé problème, qui a été très mauvaise sur pas mal de portions de la saison. Pierre a toujours été là, et je suis content, puisqu'on en a déjà parlé il y a 2-3 vidéos au Brésil. Je suis content qu'il puisse rappeler au monde de la F1 que voilà, Pierre Gasly, quand il a une voiture un minimum potable, il peut faire ça. Il est aussi bon que tous les autres. Donc je suis content qu'il le montre. Et il permet du coup, avec ses 10 points à Alpine, de récupérer la 6e place, peut-être de manière définitive d'ailleurs, mais je continue de penser que ce n'est pas mérité pour l'écurie française. Déjà parce que sportivement, Haas était meilleur ce week-end et a été meilleur sur 80-85% des week-ends de la saison, malgré un regain de forme de l'écurie française récemment. Et ensuite, je continue de penser que c'est un petit peu
immérité dans le sens où il n'y a qu'une seule voiture. Ce qu'il se passe autour d'Esteban Ocon sportivement est absolument incompréhensible. Qu'ils prennent 7 dixièmes ou une seconde par tour à Gasly alors que dans toute leur carrière, ces deux mecs ont quasiment toujours été à égalité. Bon, voilà, je ne commenterai pas, c'est fou. Je ne veux même pas essayer de chercher une explication, d'autant que voilà, il a abandonné au premier tour suite au freinage raté d'Hülkenberg, il y est pour rien. Tourne la page Esteban, on va même pas tenter de réfléchir à ce qui s'est passé. Et puisqu'on y est, évidemment, évoquons l'information choc de ce lundi matin, désormais officiel. Ocon ne sera pas dans l'Alpine à Abu Dhabi, ce sera Jack Doohan. Bon, je suis embarrassé puisque je manque de détails. Est-ce que c'est Alpine qui lui a fait un chantage pour qu'il puisse aller courir avec la Haas lors des tests? Est-ce que c'est lui qui a dit bon bah voilà? Est-ce que c'est l'Alpine qui lui a juste fait une crasse? Qui a pris la décision? Qui était au courant? Bon, je manque encore trop d'éléments pour pleinement juger, pleinement critiquer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit très bien ce qu'il se passe du point de vue de l'équipe vis-à-vis d'Esteban ces derniers temps. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est terrible de terminer comme ça. C'est le mec qui a apporté à Alpine sa seule victoire, que l'on jette ainsi. C'est un mec qui a pris plein de podiums dans l'équipe, qui a toujours été là, qui a toujours été irréprochable, sur et en dehors de la piste. C'est un top mec. Je suis sidéré de que ça se termine comme ça, je suis attristé, c'est terrible, je n'arrive pas à comprendre, mais malheureusement, ça n'est que symbolique de ce Alpine version Briator. Je le redis, on manque encore un petit peu trop d'éléments pour pleinement apprécier la situation, mais c'est caca, c'est clairement caca, et c'est pas beau, et je suis très triste, et j'espère qu'Esteban va se régaler l'an prochain chez Haas, parce qu'il ne mérite que ça. Désormais 7ème au constructeur et peut-être pour de bon, Haas méritait clairement mieux sur l'ensemble de la saison mais aussi ce week-end. On a Hülkenberg qui avait été exceptionnel dans la partie sprint, comme il a été 80% du temps cette saison, mais malheureusement qui a vécu un cauchemar lors du Grand Prix. Il n'y est pour rien au fait d'être éliminé en Q1 puisqu'il y a eu un problème de batterie sur sa voiture. Malheureusement pour lui, il sera quand même tout seul au départ et il sera aussi tout seul à la relance qui le fait abandonner. C'est rare pour Hülkenberg, mais c'était totalement foiré. Heureusement, et ça n'a pas été souvent le cas cette saison, ça allait plus récemment, eh bien on a Magnussen qui a pris le relais, Q3, top départ, dépassement, il était 9ème avant qu'on ne l'arrête tôt avant que la safety car aussi ne lui fasse perdre très gros, avant aussi qu'Albon ne le percute en fin de Grand Prix. Il parvient quand même à remonter à la 9ème place, mais je pense qu'il y a des regrets parce qu'il méritait mieux, parce que ce week-end, en tout cas sur la partie Grand Prix, c'était lui le meilleur des autres au volant de sa Haas. En tout cas, franchement, peu importe les points qui sont peut-être un petit peu anecdotiques, il partira sur un bon souvenir car ces derniers temps, il est vraiment très bon à des années-lumière de la globalité de sa saison. C'est simple, il a 7,3 de moyenne sur les 4 derniers Grands Prix. Ça le placerait au niveau de Russell en 4e position du classement pilote. Et c'est plus de 2 points au-dessus de ce qu'était sa moyenne avant cette petite série de courses. Donc voilà, clairement Magnussen finit sur une très bonne note, ce qui n'est pas le cas de tous les pilotes qui mettent un terme à quelque chose. Et il faut le souligner, bravo. Autre nouvelle incroyable dans ce Grand Prix, je ne sais pas combien de temps ça fait déjà, mais on n'a pas encore pu l'aborder tellement il y avait de choses. Mais hier, Sauber a marqué des points. Et pas 1, 4. Et pas Bottas, Guan Yu Zhou. Donc franchement, c'est absolument fou. Alors évidemment, il faut le dire, c'est circonstancié. Voilà, il y a des crevaisons, il y a une safety car, il y a plein de crashs, plein d'abandons. Évidemment, ça joue, mais il faut dire que récemment, il y avait de l'amélioration du côté de Sauber. Et il faut dire que ce week-end, ça marchait particulièrement bien, particulièrement mieux. Ils étaient proches des points déjà à la régulière. Bottas passe en SQ2, les deux pilotes sont en Q2. Zhou est à un moment donné 11e avant la safety car, alors que dans le premier tour en plus il avait été gêné par Stroll, on s'en rappelle. Donc clairement, il y avait chez Sauber beaucoup plus de performances récemment et ce week-end. Évidemment, il faut féliciter Zhou, et d'ailleurs je suis très content pour lui, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, j'ai pas envie de surréagir à sa performance, déjà, car évidemment ces 4 points, c'est énorme, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je pense qu'il aurait terminé 12e en vrai, en faisant la même course, sans fait de course, et on n'aurait pas eu les mêmes compliments alors qu'il en méritait tout autant. Donc il faut toujours arriver à doser dans ce genre de cas. Et en plus, je pense que ces points, c'est pas Zhou qui aurait dû les marquer entre guillemets, c'est Bottas. Bottas n'a absolument eu aucune chance. Il était devant avant que Lawson ne l'envoie hors de la piste, ce qui a donné la position à Zhou. Ensuite, l'équipe l'a arrêté avant la safety car. Il est dernier à la relance. Il remonte, tout ça pour terminer 11e. Voilà, j'ai extrêmement mal au cœur pour Valtteri qui n'aura pas de points.
prend un 4-0 face à Zhou alors qu'il l'a dominé sur 90% de la saison. Il ne mérite pas ça comptablement parlant, et tout ça me fait dire que pour moi, oui, les points de Zhou sont exceptionnels et vous allez voir, il a une très bonne note, mais je ne vais pas monter super haut non plus parce qu'il faut prendre tous les éléments en compte. Malgré tout, voilà, sa course est bonne et il faut le dire, récemment c'est mieux. Je l'avais d'ailleurs trouvé excellent à Vegas, peut-être même meilleur paradoxalement que ce week-end où il a marqué 4 points. Et ce qu'il est en train de faire juste avant de quitter son siège Sauber, c'est très bien. Il est en train de se créer un avenir. D'abord de troisième pilote, franchement c'est le meilleur troisième pilote disponible, à la fois pour les raisons financières, mais aussi parce que c'est un mec qui a fait 3 saisons, qui est pas mauvais, qui se crache jamais. Franchement, il a toutes les qualités d'un troisième pilote, même d'un top team. Et ensuite, ça peut peut-être lui donner l'opportunité de faire un comeback plus tard, pourquoi pas avec Cadillac. En tout cas, voilà, bravo à Zhou. Soutien à Bottas, franchement je suis très triste pour lui et je suis très heureux pour le personnel de Sauber qui a énormément travaillé. On se rappelle du début d'année, on se rappelle des arrêts au stand, voilà. Il y a eu énormément d'évolution et franchement je suis content pour eux qu'ils ne terminent pas la saison complètement fanny. Dans tout ça, on oublierait presque la 7ème place et les 6 points d'Alonso. Aston est chanceuse, franchement, parce que ce week-end, c'était un petit peu mieux, certes, mais ça restait encore derrière Alpine et Haas, parfois même au combat avec les Sauber. Les 6 points ne sont pas représentatifs, hein, ça aurait dû être 0. Mais voilà, Alonso s'est qualifié 8ème, hein, il a conservé sa place à un moment donné au départ, avant de complètement dégringoler. Je crois qu'il se retrouve 12ème. Il y a l'effet de course, il double Zhou, il s'accroche, il termine 7ème. Voilà, le vétéran est toujours là, porte Aston Martin à lui seul et attend beaucoup plus de l'équipe à l'avenir parce que pour l'instant, le compte n'y est absolument pas, ce n'est pas du tout du bon travail. Quant à Stroll, eh bien, il est battu 2 fois en qualif, par 15e quand Alonso part 8e, Souvir dans Albon dans le premier tour et doit abandonner. Voilà, comme d'habitude, il ne sert à rien. Voilà. Aston ne court qu'avec une seule voiture. Williams, elle, était trop loin niveau performance et ça s'est vu, hein, ils étaient la 9e ou 10e force. Albon est 12e au départ du sprint mais il ne peut absolument rien faire. Pareil en course où en plus Stroll lui gâche son départ. Il tente ensuite le pari des softs sous la safety car. Ça lui permet de faire 2 top relances mais au bout d'un moment, évidemment, ça s'écroule. En plus, il y a la pénalité face à Magnussen. Dur. Malgré tout, dans tous les cas, même avec tous les événements, je pense qu'il n'y avait rien à aller chercher. Il n'y avait aucun point disponible pour Williams ce week-end. Une écurie qui va avoir beaucoup de boulot parce qu'il y a eu du mieux cette saison. Il y a eu du triste, il y a eu du moins bon et on sent que tout n'est pas parfaitement compris puisque sur un circuit aussi difficile, la perf n'est pas là. Franchement, j'ai très hâte de voir Sainz dans ce défi. Et Colapinto lui confirme ce qu'on disait déjà au niveau du Mexique. Hein. Attention, après l'euphorie presque inexplicable de ses débuts, la réalité est beaucoup moins bonne récemment. D'ailleurs, même Helmut Marko l'a dit, hein, en ce moment il y a un petit peu trop de crash et sa cote est en train de baisser. Voilà. Il a particulièrement galéré dans les qualifs, même si finalement il n'est qu'à 2 dixièmes dans la qualif pour le Grand Prix. Il a ensuite pas du tout de chance au départ, hein, puisqu'il n'y est absolument pour rien. Il est la victime collatérale de la victime collatérale. Mais malheureusement, pour lui, je continue de trouver que le soufflet retombe un peu. Et pour finir, on a Racing Bulls, peut-être, sûrement la pire équipe de ce week-end. C'est dingue. Lawson a battu Tsunoda lors de la qualif sprint, mais il fait un départ catastrophique et les 2 voitures terminent au fond. Tsunoda, lui, était qualifié loin, mais devant le dimanche, prend un top départ, se retrouve dans les places des points. Mais il va vite dégringoler et on a vite vu qu'en termes de rythme, il n'y avait que peut-être Williams qui pouvait être au niveau de la Racing Bulls. C'est catastrophique. La safety car ne peut absolument rien sauver au destin de l'équipe, hein, au destin de Tsunoda, au destin de Lawson. Il termine avec des softs, ce qui ne marche absolument pas. C'est cata. Et pour Lawson, on peut rajouter le spin face à Bottas qui fait tâche. Et on obtient une équipe qui va terminer 8e du championnat constructeur. Ce qui n'est pas non plus complètement immérité, puisque leur saison, franchement, je ne l'ai pas trouvé si terrible que ça du tout. Allez, justement, on les regarde, ces classements, pour constater l'avance folle de Verstappen. Qui aurait cru ça il y a 3 courses, hein, certainement pas moi. 80 points d'avance. Norris est maintenant clairement menacé par Leclerc, qui est revenu à 8 unités derrière. Je pense quand même que ça va être dur pour Ferrari de reprendre 8 points à la régulière sur un circuit comme Abu Dhabi, mais on verra. Le reste du top 10, lui, ne devrait, je pense, pas bouger, hein, tout semble fait. Notons quand même que Pierre Gasly est revenu 11e à 1 point de la 10e place de Nicole Kingberg, donc pourquoi pas.
Côté constructeur, 21 points de retard pour Ferrari, c'est bien, on aura une lutte jusqu'au bout. Je pense que McLaren restera favorite et je me pose d'ailleurs une question, que se passe-t-il si jamais il y a égalité? Est-ce que ça joue au nombre de victoires, puis ensuite au nombre de deuxième place? Je pense que c'est ça, mais je veux bien la réponse si vous l'avez. Derrière, Red Bull sera 3e, Mercedes 4, Aston 5 et Alpine a peut-être assuré la P6, voilà, c'est dingue. 5 points sur As. À la régulière, dans un Grand Prix normal, il y a entre 1 et 5 points dispo peut-être pour As. Donc je pense que ça va être très très compliqué. Et ensuite, la fin est jouée. Racing Bulls 8, Williams 9 et Sauber 10, mais pas avec 0 points. C'est au moins ça. Vous avez maintenant les notes, n'hésitez pas à les corriger dans les commentaires, les demi-points ou les points que vous voulez ajouter ou enlever. Je suis comme toujours ouvert et même demandeur de votre critique, de votre avis pour ensuite ajuster les notes. Prenez ça avec du recul, j'ai parfois un peu la tête dans le guidon et je ne vois pas tout parfaitement, donc vous êtes là pour me corriger. Russell et Verstappen, pour moi, les deux meilleurs pilotes de ce week-end. Exceptionnel, très 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 bon. Juste derrière, Leclerc et Gasly. Leclerc, la partie sprint n'a pas été parfaite. Pierre, il y a la Q2, il y a la relance avec Russell. Voilà, c'est pas parfait non plus. La P5 est sensationnelle avec l'effet de course, mais s'il avait fait 9, voilà, il aurait fallu lui mettre quand même 8,5. Magnussen, excellent dimanche. La partie sprint, en revanche, elle est plutôt bof. Alonso a tiré le maximum de sa triste Alpine. Ensuite, un gros groupe de pilotes à 7. Sainz, bon, mais pas au niveau des tout meilleurs. Norris, pardon. Excellente performance pure, mais encore une erreur complètement terrible. Piastri, bon et ramène des gros points, mais lui c'est l'inverse de Norris, hein, la perf pure elle manque. Et puis on a les deux Sauber. Bottas, très mal payé, je l'ai trouvé vraiment au niveau de Joe, donc je mets la même note. Et Joe, excellent, mais son résultat est meilleur que son week-end je trouve. Donc voilà, je tempère un petit peu, dites-moi si vous mettez les mêmes notes. Hülkenberg, partie sprint exceptionnelle, Grand Prix cauchemar, même si la Q1 n'est pas de sa faute, et quand même les 2 points qu'il ramène samedi sont énormes et très précieux pour As. Vous me direz si je lui ai mis une note un petit peu trop élevée, c'est possible maintenant que je la revois. Albon, j'ai mis 6, pareil, dur de mettre autre chose, peut-être qu'il mérite un petit peu moins, en tout cas je trouve qu'il a fait ce qu'il a pu avec une voiture qui était en grande délicatesse. Tsunoda, mauvaise qualif sprint, excellent départ de Grand Prix, peut pas faire grand chose de plus, voilà, c'est dur. Perez, pas mal dans la partie Grand Prix, clairement, mais bon voilà, rien de nouveau dans sa situation, donc je ne m'étale pas. Lawson, des choses intéressantes et pas si loin de Tsunoda, mais des courses pas bonnes et une grosse erreur. Hamilton, cauchemar total. Stroll, pas de performance, une grosse erreur, totalement absent. Et Colapinto et Ocon, les accidentés du premier virage sont non notés, d'autant plus que l'un est un rookie, donc on pardonne les qualifs parfois un petit peu durs, et l'autre est dans une situation complètement inexplicable, donc ça m'arrange de ne pas avoir à les noter. Vous avez aussi les notes des équipes qui sont un mix entre la perf pure et l'exécution par rapport à leurs attentes. Je vous laisse me faire un point sur tout ça en commentaire. Voilà, sur ce, merci de votre écoute pour ce long débrief. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un like, à vous abonner. J'ai hâte de vous lire comme tous les lundis en commentaire. N'hésitez pas à réagir sur tous les points de cette course très très animée sur et en dehors de la piste. On se retrouve très vite dès demain pour une nouvelle vidéo que franchement j'ai hâte de vous présenter parce que je trouve que j'ai un beau travail de recherche dessus et j'ai hâte d'avoir vos avis sur mes conclusions. Merci encore une fois du soutien, de votre écoute. Il ne reste qu'une course dans cette saison. Et oui, déjà, malgré le fait que ce soit la plus longue de l'histoire, on s'est vraiment régalé, je trouve. Bref, j'ai trop parlé, je vous dis au revoir, à bientôt et on termine avec Enzo Ferrari qui dit que c'est honteux ce qu'il se passe chez Alpine. Lui n'aurait jamais vu ça chez Ferrari, jamais dans la Scuderia on aurait viré un pilote avant la fin de la saison, jamais, ça ne peut pas arriver chez les Rouges. Non, même pas un champion du monde, non, jamais. Allez, à bientôt, à demain.